à tous et bienvenue à ce webinaire portant sur comment évaluer les impacts économiques du Covid-19 en utilisant des outils de modélisation entrée-sortie. Je tiens à vous informer tout d'abord que ce webinaire est enregistré. Je m'appelle Yasmine Galoul, je travaille pour la facilité ICR qui propose la série de webinaires dont la session d'aujourd'hui fait partie et je vais être votre modératrice aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter brièvement le programme du webinaire, puis la facilité ICR, et ensuite je laisserai la parole aux intervenants. Donc la séance d'aujourd'hui va être divisée en 4 parties. L'introduction actuelle et la présentation de la facilité. Ensuite, la présentation faite par les intervenants de GWS sur la modélisation des impacts économiques du Covid-19. Ensuite, il y aura une séance de questions-réponses qui durera environ un quart d'heure, 20 minutes. Vous pouvez poser des questions pendant la présentation des intervenants et aussi après en cliquant sur l'onglet questions qui s'affiche sur votre écran. Et enfin, nous aurons une brève présentation des sessions individuelles qui vous seront proposées à la suite de la session d'aujourd'hui. Voilà, donc pour le programme, je vais vous présenter la facilité ICR brièvement. Donc la facilité ICR, c'est une nouvelle facilité d'assistance technique. ICR, ça veut dire Investment Climate Reform Facility. C'est donc une facilité dont l'objectif est d'améliorer le climat des affaires et de le rendre plus durable et inclusif dans les pays de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique. C'est une facilité qui est opérationnelle depuis le début de l'année. Elle est financée par le 11e Fonds européen de développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-UE et conjointement avec le ministère fédéral allemand de la coopération et du développement et le British Council. Et elle est mise en œuvre par la GIZ, le British Council, Expertise France et SNV. Cette facilité propose à des bénéficiaires des pays ACP jusqu'à 90 jours d'assistance technique sur des thématiques très larges liées à l'amélioration du climat des affaires, à sa durabilité et des thématiques qui s'appuient sur des initiatives de dialogue public-privé existantes ou en cours de structuration. Les demandes peuvent être déposées par des institutions publiques, des gouvernements, des ministères, des organisations publiques, des institutions de financement du développement ou des institutions privées comme des chambres de commerce ou des coopératives, ainsi que des délégations de l'Union européenne dans les pays membres. Elles doivent avoir pour objectif d'améliorer le climat des affaires. Elles doivent aussi s'inscrire dans une stratégie plus large, dans un processus de réforme et comporter un volet de dialogue public-privé. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la facilité à l'adresse mail qui s'affichera en fin de la présentation. C'est une facilité enfin qui repose entièrement sur les demandes qui sont déposées par les bénéficiaires. Je vais laisser la parole aux intervenants, Christian Lutz et Ulrike Lehr. Mais avant qu'ils parlent, je vais très brièvement les présenter. Donc, Christian Lutz est le PDG de l'Institut de recherche sur les structures économiques, GWS, depuis une vingtaine d'années maintenant. Et il dirige avec Ulrike Lehr la division énergie et climat. Il est économiste de formation. Ses recherches portent sur la construction, l'application de modèles économiques, le développement durable, la politique énergétique et environnementale, les marchés du travail et le commerce international. Ulrike Lehr est physicienne et économiste de formation. Et ses recherches à elle portent sur les emplois verts et la transition énergétique dans les pays en développement et les économies émergentes, en particulier dans la région MENA et en Afrique. Voici, donc je cède maintenant la parole à Christian Lutz. Christian. Yasmine, merci beaucoup et bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire sur les possibilités d'analyse input-output ou entrée-sortie pour mieux comprendre la crise économique causée par la pandémie Covid-19. Nous avons préparé au début un petit sondage pour tester votre connaissance. La question est quel est votre niveau de connaissance en matière de modélisation des entrées-sorties économiques. Alors,
vous pouvez donner une brève réponse au moment, s'il te plaît, seulement pour mieux comprendre notre niveau de connaissance. Merci. Veuillez faire votre choix maintenant. OK. Peut-être encore quelques instants et puis je dis rien ne va plus. C'est fermé. Alors, bon, merci beaucoup pour votre réponse. Et c'est intéressant de voir que je constate que bon, un grand part de participants est très bien expérimenté avec l'outil, mais aussi l'autre, on part quelques connaissances de la méthode. Alors, c'est intéressant. Merci pour ça. Bon, je m'appelle Christian Lutz et je me reçois de l'intérêt manifesté de nombreux pays. Veuillez excuser moi mon français, s'il vous plaît. Je travaille généralement en allemand ou en anglais, mais bon. Ma collègue Ulrike Lehr tiendra le webinaire en anglais cet après-midi et a une expérience dans l'utilisation de l'outil récente en Géorgie. Et elle sera heureuse de répondre à toutes les questions, mais uniquement en anglais, je crois. Moi, je travaille actuellement sur ce sujet pour l'Allemagne et dans le cadre d'un petit projet de GI7 également pour l'Algérie. Je suis bien sûr également disponible pour toutes les questions. Bon, permettez-moi de commencer maintenant. Après une brève introduction, j'expliquerai l'analyse descriptive à l'aide d'un tableau d'entrée-sortir sur un pays fictif appelé mon pays. Ensuite, je montrerai à quoi peut rassembler en une analyse et quelles conclusions peuvent être tirées en prenant la Géorgie comme exemple. Merci pour ça et je vais... Ah, attends. OK, ça c'est l'introduction et pour commencer, ici, vous pouvez voir quelques faits et quelques chiffres sur la pandémie de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Bon, on voit vraiment la dynamique de la pandémie parce que ces chiffres sont de fin de juin. Aujourd'hui, il y a plus de 13 millions de cas et plus d'un demi-million de personnes sont mortes. Alors, ça, la dynamique des numéros de cas quotidiens est interrompue. Nous avons maintenant plus de 200 000 de cas chaque jour. Et je suis sûr que le nombre d'infections non déclarées est probablement élevé. Peut-être on parle d'un facteur 2, 3, 5, je ne sais pas. Alors, nous avons vraiment un grave problème. Et vous savez bien que la pandémie a été contrôlée en beaucoup de pays par un confinement qui a déclenché une récession mondiale. Cette mesure ont déclenché la pire récession depuis la Grande Dépression de 1929. Et le graphique de droite montre comment les prévisions du Fonds monétaire international se sont détériorées de janvier à juin. La révision des chiffres de la croissance mondiale, qui était encore de 3,3% en janvier, a été révisée à la baisse à moins 3% en avril. Et en juin, maintenant,
la prévision est une estimation révisée d'une nouvelle baisse de moins 4,9%. Seuls quelques pays, comme la Chine, devraient connaître une légère croissance économique en 2020. Alors, c'est vraiment une crise très, très profonde. Ah non. Ah, pardon, j'étais trop rapide. Bon, ici, les avantages offerts par l'analyse des entrées-sorties sont brièvement décrits. C'est aussi important de dire que l'un des principaux enseignements de la Grande Dépression qui remonte à l'économiste anglais John Maynard Keynes est que l'État est la seule institution capable de combattre une crise économique majeure rapidement, massivement et globalement. Alors, c'est maintenant le temps de l'État parce que les ménages privés et les entreprises, en revanche, agissent de manière procyclique. C'est un grand problème au moment. Et pour ça, le rôle des gouvernements est très élevé et très important dans cette situation. Bon, il y a un soutien est possible sur de l'analyse économique. C'est important pour les institutions internationales qui offrent aussi des données et de l'assistance. C'est important pour les institutions nationales parce qu'ils ont besoin d'une aperçue rapide des effets qui est rapide, réglable et facile à l'utiliser. Et pour ça, le cadre, l'outil économique des entrées-sorties, le input-output, est bien pour avoir un premier aperçu des effets. L'analyse permet de saisir le choc d'offres et aussi le choc de demande dans leur effet structurel. Et c'est pour mieux comprendre ce qui se passe, mieux concevoir les politiques, alors mieux planifier les politiques et aussi discuter, enrichir les consultations pendant et immédiatement, surtout et après cette phase. Bon, maintenant, je vais introduire un petit peu l'analyse descriptive d'un pays fictif appelé mon pays. Et attends, voilà. Ah, pardon. Et pour illustrer les avantages de cette approche, nous utiliserons un exemple. Ici, c'est un tableau des entrées-sorties. Il comprend tous les secteurs d'une économie, mais dans l'exemple, ce sont seulement 3. Alors, c'est l'agriculture, l'industrie et les services. Et on voit ici que le tableau des entrées-sorties combine l'offre et la demande. On peut voir l'offre de les différents secteurs, agriculture, industrie, services. Plus la valeur ajoutée, plus les importations égale la production totale. Et à la même temps, la demande intermédiaire et la demande finale égale la demande totale. Et production totale et demande totale sont vraiment égales. C'est important de comprendre ces principes fondamentaux de les tableaux des entrées-sorties.
Et une distinction est faite dans le colonne, c'est la demande intermédiaire en bleu foncé et la demande finale, consommation, investissement et exportation. Bon. Alors ça, c'est la même table avec des chiffres. Alors ici, on peut voir aussi les avantages d'un système de compatibilité en partie double qui s'applique aux comptes nationaux ainsi qu'au tableau entrée-sortie comme un nucléus. Par exemple, si on ajoute sur la ligne le 37 plus 59 plus 141 et plus consommation, etc., égale à 370 unités de production ou de demande pour l'agriculture. Et c'est la même pour les colonnes. La somme est aussi 370 pour l'agriculture. Alors ça, c'est un principe très important. Le tableau est symétrique. Les sommes des lignes doivent être égales aux sommes des colonnes. Et voilà, bon, l'analyse descriptive peut être utilisée pour évaluer la vulnérabilité d'une économie, la vulnérabilité par secteur. Par exemple, si une grande part de la consommation, ou un grand part de la demande finale et la consommation, comme par exemple dans les États-Unis, ça augmente la vulnérabilité au choc de la demande. Si notre économie dépend beaucoup des exportations, comme Allemagne par exemple, ça augmente la vulnérabilité au choc de la demande mondiale. Ou pour d'autres pays, si le tourisme est très important, l'Espagne, par exemple, alors c'est aussi un grand problème. Alors la vulnérabilité aux interdictions de voyager est grand. Et il y a d'autres exemples. Par exemple, bon, si un pays dépend beaucoup des importations ou des exportations d'énergie, c'est aussi un grand problème. Par exemple, en Algérie, les prix bas de pétrole et les prix bas de gaz, c'est un grand problème. Pour d'autres pays, c'est peut-être mieux parce qu'ils ne doivent pas payer beaucoup pour d'énergie. Il y a d'autres exemples ici aussi, les petits agriculteurs. Bon, le secteur informel dépend beaucoup de nos marchés locaux et de la facilité de déplacement. Et alors, c'est aussi un grand problème. Aussi, par exemple, les travailleurs migrants, comme ceux de l'Inde, par exemple, peuvent également être particulièrement touchés. Alors, ce sont quelques exemples de démontrer que il y a des vulnérabilités différentes dans différents pays et c'est important de comprendre bon, la structure de l'économie pour comprendre les vulnérabilités de ce pays.
OK, maintenant, dans la page 13, vous voyez une photo de Vassili Leontiev, un économiste russe, un petit peu allemand, je crois, et américain, qui a développé l'analyse des entrées-sorties. Bon, c'est important de dire que l'analyse d'entrée-sortie est bien adaptée pour comprendre les effets directs et aussi les effets indirects de la confinement et aussi des mesures de soutien ou de la restriction du gouvernement. Parce que Vassili Leontiev a développé le premier tableau d'entrée-sortie pendant la Grande Dépression aux États-Unis et l'a publié en 1936. C'est aussi l'an quand John Maynard Keynes a publié ces grandes analyses. Alors, c'était le temps de la Grande Dépression, quand Leontiev a pensé, bon, ce serait très intéressant, très intéressant de savoir mieux, de comprendre mieux les structures de l'économie. Aujourd'hui, des tableaux d'entrée-sortie sont disponibles pour plus de 100 pays dans le monde. J'ai eu le plaisir et l'honneur de l'écouter à Vassili Leontiev pendant 15 minutes lors d'une conférence à New York en 1998, un an avant sa mort, même à l'âge de 93 ans, il avait l'esprit clair. Alors, c'était vraiment très intéressant et un grand honneur. Bon, en 1993, il a reçu le prix Nobel d'économie et c'est un cadre analytique systématique pour estimer les effets des chocs économiques sur la production, la valeur ajoutée brute, l'emploi et le PIB, alors le produit intérieur brut. C'est pour démontrer des effets directs et indirects et, comme j'ai déjà dit, ça permet de mieux comprendre les effets de la structure économique. Bon, à la prochaine page, ça c'est vraiment le focus sur les secteurs. C'est très important de comprendre les dommages et les pertes par secteur, de comprendre la vulnérabilité par secteur pour établir des priorités politiques, pour désigner les soutiens et les mesures de relance effectivement. Et pour ça, nous pensons que cette analyse est brièvement, on peut brièvement présenter en 4 étapes. Et l'accent est toujours sur les différents secteurs économiques et aussi leur interrelation. Alors, première étape, c'est identification. Quels sont les secteurs qui sont concernés par le confinement national et aussi international ou global? Ça, c'est la première étape. Alors, la deuxième, c'est quantification. Comment sont les effets en termes de changement de la demande nationale et aussi peut-être en concernant les exportations, aussi les changements de demande mondiale ou internationale. Alors, identification, quantification. Troisième étape, c'est application. C'est utiliser l'équation de Leontiev au vecteur des changements de la demande pour calculer directement
les effets directs plus les effets indirects. Bon, c'est important de peut-être parler un petit plus de l'équation de Leontief et quelques hypothèses. Bon, à court terme, et je crois qu'en moment, c'est vraiment le plus important, c'est le court terme. L'hypothèse de conditions de production constantes. Alors, c'est la fonction de production de Leontief qui probablement tous les économistes connaissent, ne pose pas de grands problèmes, à mon avis. Oui, je sais que en long terme, les conditions de production vont changer, mais pour l'analyse et pour identifier les effets en court terme, c'est une utile très bien et oui. Bon, et c'est pour important à la quatrième étape, peut-être c'est le plus important, de discuter, d'expliquer les effets, et de discuter avec les policiers et comparer les résultats, est-ce que c'est comparable avec des autres publications scientifiques, par exemple, ou non, et quelles sont les raisons pour des différences, et pour discuter avec des experts policiers pour vraiment désigner les mesures pour le soutien. Bon, maintenant, je vais parler un petit peu de l'exemple de Géorgie. Alors, Géorgie, c'est le pays au-dessus de Russie. Et Ulrike a fait quelques expériences. Et bon, je vais parler un petit peu de cette expérience. Comment on peut utiliser l'outil de tableau de l'analyse des entrées-sorties pour identifier le secteur concerné. Alors ça, c'est la première étape. Et à bon, la page montre quelques expériences en Géorgie. Une fois sur la photo, au-dessus, on voit les rues commerçants vides pendant le grand confinement. Et à l'autre photo, on voit les contrôles de circulation. Je crois que c'est la police et aussi un militaire qui font des contrôles. Et probablement, vous avez aussi différentes expériences avec le confinement et des restrictions de voyage, bon, bien sûr. Et pour l'exemple de la Géorgie, bon, il y a des effets en niveau national, mais aussi des différents effets, différentes vulnérabilités au niveau international. Bon, en national, on a différentes réductions de la demande. Ça concerne, bon, bien sûr, les restaurants, les hôtels, tous les transports, aussi le vente au détail, mais aussi l'administration. En Géorgie, par exemple, je crois que le confinement était très restrictif pour 2 mois. Alors, tout le monde a été à la maison et c'était pas possible de changer la location. Alors, c'était vraiment un confinement très restrictif. Ça veut aussi dire que, par exemple, la demande pour l'énergie est très bas
Alors on a en différents secteurs économiques une réduction de la demande. Mais il y a aussi des effets internationaux. Le tourisme, par exemple, est très important pour la Géorgie et c'est très clair. Si on pense de tous les confinements, ce tourisme est pratiquement pas possible. Alors, c'est un grand effet et il y a aussi d'autres effets. Beaucoup de travailleurs de Géorgie travaillent, par exemple, dans d'autres pays comme en Russie, dans la construction, et aussi beaucoup de personnes qui travaillent en Europe ou en Israël. Et clairement, ils perdent beaucoup de transferts d'argent sont pertes et bon, les différentes chaînes de valeur internationales sont complètement interrompues. Alors ça, c'est peut-être l'étape première, identification de problèmes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour différents indicateurs? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Quelles sont les sources pour la quantification? Et bon, il y a diverses sources pour quantifier les effets sectoriels, les statistiques, clairement. Les dates mensuelles sont mieux que les dates annuelles, clairement. Il y a des publications scientifiques ou des publications de banques, etc. Aussi les sondages, par exemple, c'est une autre possibilité. Mais de plus en plus, on doit dire des données en temps réel sont tellement intéressantes, comme la consommation d'électricité, comme les performances de conduite, ou les entrées de recherche sur Google sont également utilisées. Alors, si tous les gens cherchent sur Google, quelque chose, c'est une indication très rapide qu'est-ce qu'elle peut demander, peut-être. Alors, je crois au moment de plus en plus cette source de temps réel sont de plus en plus importantes. Maintenant, par exemple, aussi en Allemagne, il y a quelques indicateurs de statistiques qui sont aussi de temps réel. Bon, par exemple, pour la Géorgie, pour le tourisme, le nombre d'arrivées de touristes, c'est quelque chose pour quantification, le commerce international. On a aussi des statistiques, le niveau des commandes internationales, changement de taux d'échange, par exemple. Pour les ventes au détail, on a aussi des statistiques, chiffres d'affaires, et on peut comparer les données avec la même période avant le confinement, par exemple. Et c'est aussi important pour quantifier les effets de la crise, qu'une part de la consommation peut être rattrapée. C'est par exemple le cas pour le vêtement, pour le livre, etc. Mais pour autres biens ou services, c'est pas possible. Par exemple, les visites en restaurant, c'est vraiment difficile. Alors, c'est un grand problème pour le secteur restaurant ou hôtel, par exemple, parce que c'est absolument clair que ce ne sera pas possible de vraiment rattraper tous les pertes. Alors, ce secteur probablement ont de grands problèmes.
Bon, maintenant à la page 18, la page 18 présente des prévisions de croissance économique pour le cas pour l'exemple de Géorgie, établies par diverses institutions. On va ici, par exemple, le Citibank, Citi Research, le McKinsey, le Fitch, Moody's, S&P, fonds IMF, le Fonds international monétaire, mais aussi le MOF, le ministère de Finances, Ministry of Finance, et le différentes banques aussi. Et on voit ici que et ça, c'est probablement le cas dans tous les pays, dans nombreux autres pays, les perspectives de croissance ont continué à décliner de mois en mois. Alors en janvier, on a été très content, mais maintenant, c'est bon, on voit que c'est maintenant une réduction de 4 à 5% du PIB réel, sont maintenant une projection consensuelle. Bon, grâce à notre approche, nous avons estimé l'ampleur des pertes causées par la pandémie en Géorgie et sommes arrivés à des chiffres globalement comparables. D'après ces chiffres, bon, j'ai déjà dit ça, ce sont le PIB sera inférieur de 4 à 5% à celui de l'année dernière. Et on doit aussi dire qu'au début de l'année, on s'attendait encore à une croissance du même ordre de grandeur, mais positif. Alors ça se montre le caractère dramatique de la situation. À ne pas une croissance de 5%, mais une décroissance un croissant moins de 5%. Et le grand avantage de l'analyse des entrées-sorties est que les effets sectoriels, y compris les effets indirects, peuvent être quantifiés avec plus de précision. Alors, parce que tous les autres institutions ont aussi fait quelques quantifications, mais avec l'approche des entrées-sorties, c'est vraiment possible de quantifier les effets sectoriels. Et nous avons indications concernant la production, l'emploi par secteur, bon, les pertes spécifiques en chaque secteur et les effets directs et aussi les effets indirects. Bon, à la page suivante, le graphique montre les baisses de production prévues par secteur avec notre approche. Et bon, l'analyse aide à cibler les mesures de relance sur les groupes vulnérables. Bon, on voit très bien que le secteur hôtel et restaurants, agences de voyage, etc., et c'est pas grande surprise, est la plus grande dans le secteur lié à la perte dans ce secteur est la plus grande. Alors tous les secteurs liés au tourisme ont des grandes pertes et beaucoup de problèmes. C'est la même, je dois dire, en Allemagne, par exemple, et je crois aussi en beaucoup d'autres pays. Bon, la perte absolue, en nombre absolu, est aussi grande dans l'agriculture, mais on doit dire, bon, la perte relative est seulement petite. Et dans les secteurs de l'industrie, bon, les pertes dans ce secteur sont au-dessus de la moyenne. Par exemple, dans de fabrication des denrées alimentaires et des boissons, dans d'autres secteurs manufacturiers,
Et c'est la même pour le secteur construction. La perte ou les effets sont également bien au-dessus de la moyenne. Alors ça, ce sont les secteurs le plus vulnérables ou le plus effectués. C'est les hôtels et restaurants, la construction et aussi les autres secteurs manufacturiers. Bon, qu'est-ce que tout cela signifie pour la relance de l'économie? On peut, bon, je crois que vous savez très bien qu'on peut trouver des informations à ce sujet auprès d'institutions internationales telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, ou concernant des affaires énergétiques à l'Agence internationale de l'énergie, aussi le ou OCDE, par exemple, offre différentes informations. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et les mesures de reconstruction, consistent souvent des réductions d'impôts, des prêts, des subventions ou des aides à l'investissement. Dans certains cas, il y a aussi les paiements de soutien à la population sont également effectués. J'ai lu ce matin que aussi en Thaïlande, on va payer maintenant les aides pour les inhabitants pour aller en vacances parce que ça va c'est une mesure pour les hôtels et pour le secteur de tourisme important parce qu'il manque des touristes internationaux. Bon, dans cette mesure, au moins les aides à l'investissement peuvent être bien représentées avec l'approche input-output ou l'approche des entrées-sorties. Mais je crois que aussi les autres mesures en bleu peuvent également être traduites dans la structure du tableau des entrées-sorties. Mais c'est aussi vrai que pour quelques autres questions, un modèle complet, alors un modèle macroéconomique ou un modèle macroéconomique combiné avec les tableaux des entrées-sorties est mieux adapté et mieux pour vraiment comprendre les effets de cette mesure. Ça se permet également de comprendre, de calculer les effets induits. Alors, on a des effets directs, on a des effets indirects, et puis il y a aussi quelques effets induits comme, bon, vous savez qu'est-ce qu'il y a, par exemple, des multiplicateurs. Alors, si le gouvernement fait quelques mesures, on doit aussi savoir que on va avoir quelques effets indirects. Pour le moment, nous utilisons par exemple un modèle comme ça, un modèle complet pour faire quelques calculations pour l'Algérie. Bon, à la prochaine page 21, c'est un exemple tiré de l'agriculture en Géorgie.
bon, là-bas en Géorgie, le gouvernement soutient l'agriculture par diverses mesures, étant d'obtenir des améliorations à long terme de la production avec une partie de l'aide. Je crois que c'est aussi important à l'heure actuelle et ne doit pas être oublié. Alors, c'est aussi important de penser un petit peu de long terme si on fait des mesures parce que bon, dans beaucoup de pays, probablement dans tous les pays, la dette va augmenter fortement dans le monde entier aussi. Et les économies devront être réalisées dans les années à venir. Alors, au moins, une partie des mesures d'aide devrait donc améliorer les conditions de production à long terme et non pas seulement accroître la demande à court terme. Toutefois, la situation peut peut-être être plus mal en quelque sorte. Alors, c'est vraiment important si on aussi voit la comparaison avec la Grande Dépression. Je crois que c'est important de penser que peut-être la crise va durer très longtemps, peut-être quelques ans, peut-être plus longue, et c'est vraiment important de vraiment faire des économies et penser bien quelles sont les mesures le mieux pour améliorer aussi les conditions de production en long terme. Bon, pour parler un petit peu d'exemple d'agriculture en Géorgie, il y a un programme qui s'appelle Taking Care for Village, ou s'occuper du village. Et il y a par exemple jusqu'à 80% de subventions pour les producteurs laitiers. Il y a un cofinancement de l'achat de l'installation d'un système d'irrigation pour les cultures pérennes. Il y a 50% subvention pour l'équipement technique, pour les serres et pour les systèmes d'irrigation. Et on a, par exemple, une aide de jusqu'à 15 000 lari. Bon, ça c'est le monnaie géorgien. Je ne connais pas le taux de change au moment, mais c'est une mesure pour établir des normes internationales. Alors, vous voyez ici différents programmes, différentes mesures dans le secteur agriculture qui pour soutenir le secteur en Géorgie. Bon, pour faire une résumé, on peut dire ce qui suit. Alors, on peut utiliser le cadre économique des entrées-sorties, le input-output, pour un premier aperçu des effets, pour un premier aperçu rapide des effets. Je crois que ça, c'est vraiment important. L'outil ou le cadre montre les effets directs ou aussi les effets indirects. L'approche aide à identifier les secteurs vulnérables. C'est vraiment important de comprendre quels sont les secteurs les plus vulnérables dans l'économie. Et l'approche peut aussi montrer comment les mesures de relance ou de soutien peut l'aider l'économie et préserveront les emplois. Bon, c'est pour les économistes, je crois,
c'est essentiel de vraiment traduire, de comprendre le choc et aussi de traduire le choc et aussi traduire les mesures de relance dans le cadre d'entrée-sortie. C'est vraiment très important de savoir, de comprendre est-ce que cette mesure va changer la consommation finale? Est-ce que cette mesure va changer les possibilités d'exportation? Vont ces mesures changer l'investissement? En quel secteur et qui va profiter de tout cela? Alors ça c'est vraiment bon, on doit dire le travail de l'économiste. Et c'est aussi important de dire que l'outil peut être appliqué aussi à d'autres sujets, tels que les effets du changement structurel, bon, la réduction, la augmentation des exportations, les investissements verts, etc. Bon, par exemple aussi pour montrer les effets indirects sur l'emploi de l'expansion des énergies renouvelables. Bon, par exemple, l'Agence internationale du travail fait également référence à l'utilisation de tableaux et des modèles d'entrée-sortie pour telle analyse. Bon, je veux finaliser le webinaire avec ma présentation avec des références. En page 24, vous pouvez trouver une référence à Vassili Leontiev et aussi au manuel actuel de l'Organisation des Nations Unies, aussi de l'Union européenne sur le sujet. Alors, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y a aussi des versions françaises le Handbook on Supply, Use and Input-Output Tables. Et aussi, je suis sûr pour Eurostat qu'il y a aussi un manuel pour Supply, Use and Input-Output Tables en français. Alors, c'est disponible. Bon, merci beaucoup pour votre attention. J'attends avec impatience vos questions. Et maintenant, je crois que je redonne la parole à Yasmine. Merci beaucoup. Merci Christian. Donc, on arrive maintenant à la partie du webinaire qui est la séance de questions-réponses. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser en cliquant sur la partie questions qui s'affiche sur votre écran. Et je les lirai pour vous. En attendant que vous posiez vos questions, je vous informe que la présentation de Monsieur Lutz est disponible au téléchargement dans votre onglet téléchargement. Donc, vous pouvez y avoir accès pour revenir dessus plus tard. Donc, peut-être, Christian, on va commencer par une question relativement simple qui est de quelle base de données doit-on disposer pour pouvoir utiliser les modèles d'entrée-sortie? Bon, merci pour la question. Je crois que j'ai déjà parlé des bases de données, mais bien sûr, ce sont des tableaux des entrées-sorties qui sont aussi à jour. Alors, je crois que c'est aussi important et possible pour le pays concernant. Parce que bon, les tableaux différents dans la structure sectorielle
dépendant des possibilités de différenciation, de déclaration. Mais je crois que c'est aussi, je sais que dans quelques pays, on a seulement disponible les tableaux des ressources et des emplois. Alors ça, c'est le Supply and Use Tables, SUT. Et on peut aussi, bien sûr, aussi utiliser cette tableau de ressources et d'emplois parce que c'est un mécanisme ou un base de données comparable qui permet aussi les analyses, mais un grand avantage, on doit dire, de les tableaux des entrées-sorties est que les tableaux des entrées-sorties sont symétriques et c'est possible de calculer les effets indirects avec l'équation de l'INTF. Merci Christian. Une autre question que nous avons, c'est est-ce qu'il y a une différence entre les tableaux des entrées-sorties et les tableaux des ressources et emplois? Est-ce que c'est la même chose? Non, j'ai déjà essayé d'expliquer ça. Alors, normalement, les tableaux de ressources et des emplois sont la base pour calculer les tableaux des entrées-sorties. Alors, normalement, les agences statistiques d'un pays produisent premièrement les tableaux des ressources et des emplois, et puis c'est un acte de combiner toutes les informations. Il crée, les statisticiens créent un tableau symétrique et consolidé. Alors, c'est une étape importante de vraiment utiliser et consolider aussi les tableaux des ressources et des emplois pour en un tableau des entrées-sorties. Merci. Une autre question, c'est est-ce que cette analyse entrée-sortie se limite juste au secteur réel ou est-ce que c'est possible d'analyser aussi d'autres comptes, notamment financiers? Bon, je crois que ça dépend des bases de données. Nous avons différentes classifications sectorielles dans les tableaux des entrées-sorties. Je crois que normalement, c'est les tableaux des entrées-sorties sont plus forts. Il y a plus de classes différentes dans le secteur l'industrie et aussi dans les services réels. Alors, j'espère, non, je crains, je dois dire que toutes les choses financières sont peut-être en beaucoup de cas peut-être ne pas totalement représentés dans les tableaux des entrées-sorties, mais on peut aussi combiner, je crois, l'analyse avec l'outil des entrées-sorties, avec d'autres modèles ou avec d'autres bases de données pour comprendre mieux les effets de la confinement. Merci. Nous avons quelques questions qui portent sur la question des données qui sont utilisées pour ce modèle. Par exemple, on a une question qui nous dit l'approche exposée nous montre l'importance de la collecte et de la disponibilité des données conjoncturelles. Dans les pays d'Afrique centrale, le dispositif de suivi de la conjoncture est très faible avec le confinement.
Et ce dispositif, il a même été totalement mis en berne. Comment procéder dans ce cas-là? Et une question qui est un peu différente, mais sur la même thématique, c'est les économies africaines sont parfois dominées par l'informel. Et dans ce cas-là, il y a un manque de statistiques sur l'informel. Est-ce qu'un tel outil peut être utilisé dans des économies où une telle proportion de l'économie relève du secteur informel? Bon, merci pour ça. C'est peut-être un petit difficile parce que non, pardon, j'ai parlé de l'indicateur de court terme, par exemple le Google, par exemple, ou la consommation de l'électricité. Et je crois que aussi dans une économie avec un grand secteur informel, on a peut-être disponible quelques informations, quelques indicateurs en temps réel. Par exemple, je crois que, je suis sûr que la consommation de l'électricité, c'est vraiment disponible pour probablement chaque jour. Parce que c'est vraiment important pour les distributeurs ou les fermes qui produisent l'électricité et qui doit distribuer l'électricité. Mais ça, c'est vraiment un problème, mais peut-être il y a aussi d'autres informations, peut-être concernant les activités en Internet, les activités téléphoniques, qui peut-être aider de vraiment de vraiment quantifier aussi un petit les activités dans le secteur informel. D'accord. Il y a une question qui porte sur la différence qui est faite dans le modèle entre les effets directs et les effets indirects de la crise. Est-ce que vous pouvez faire cette distinction? Et la même question demande aussi comment est-ce que ces calculs sont faits, sur quel type de plateforme informatique? Bon, à la première question, je crois que normalement, si on utilise l'utile des entrées-sorties, bon, la première étape, c'est seulement identifier les effets directs. Et l'utile des entrées-sorties est pour vraiment calculer les effets totaux, alors les effets directs et aussi les effets indirects, parce que toutes ces relations sont dans le tableau. Alors c'est un utile très important pour calculer les effets indirects. Mais on doit aussi dire que, par exemple, bon, je sais pour l'Algérie, par exemple, on connaît aussi quelques effets indirects, on doit dire. Par exemple, on sait que le prix du pétrole est très bas et alors aussi les exportations de pétrole sont bas. Et ça c'est bien sûr un grand problème pour l'économie et aussi pour le gouvernement, parce que on a moins de revenus, hein, c'est clair. Et on sait par exemple pour l'Algérie que aussi l'investissement de gouvernement
et pour cette année et aussi réduit radicalement, je crois, ce sont 50% moins. On peut dire c'est aussi un effet indirect, mais si on déjà connaît quelques effets indirects, quelques interrelations, on peut aussi l'utiliser cette information pour mieux comprendre la situation totale et aussi, bon, en ce cas, c'est important de vraiment utiliser un modèle complet qui peut aussi quantifier les effets induits. Bon, concernant le plateforme, je crois le logiciel, pour la Géorgie, ça marche en Microsoft Excel. Alors, c'est facile à utiliser. Je ne suis pas très familière avec ça. Peut-être, Ulrike, est-ce que tu veux dire un petit peu en anglais concernant le logiciel? Oui, merci. I have to apologize. My French is really awful. You do not want to hear it. But the tool that we have been developing for Georgia is Excel-based. It includes a tool that leads data from supplies and use tables into the symmetric input-output table. And then this symmetric input-output table, which covers 44 sectors in Georgia, is included in an Excel tool where you then can identify on one sheet the sectors that are concerned, as Christian has described. So tourism, agriculture, shops, retail, transport, and so on. And you can identify the losses, which at the same time, of course, are your direct effects. And then you just click on a couple of buttons and the tool does the Leontief equation for you and does the inverse and gives the results in a couple of graphs. Some of them you have already seen. So it's Excel-based. Sorry for the long answer. Yasmin, you want to put this into French, or do we? I don't know if we need to do that. Juste pour résumer, en fait, c'est un outil qui est basé entièrement sur Excel, même s'il y a des mécanismes d'importation de données. C'est Excel et les résultats sont aussi dans Excel. Merci Ulrike. Une question un peu spécifique, un peu précise sur la quantification des effets de la crise. Par exemple, dans le secteur du tourisme, est-ce qu'il faut estimer le niveau de baisse équivalent aux réalisations de la même période de l'année dernière? C'est comme ça qu'il faut faire? Bon, je crois que c'est une indication. Qu'est-ce qu'on peut expecter? Et ça, c'est la plus facile de comprendre parce que on sait bien que le tourisme dépend de saison. Alors, c'est pas bon de comparer le nombre de touristes peut-être en février avec le nombre de touristes en juillet pour beaucoup de pays. Alors, pour moi, à mon avis, c'est le plus facile de vraiment comparer les chiffres pour aujourd'hui, pour 7 mois, pour une certaine période, avec la même période l'année dernière. Merci. Autre question, est-ce que cette analyse entrée-sortie est possible quand certains produits sont produits par plusieurs branches différentes? Est-ce que tu
peux répliquer encore? J'ai pas vraiment compris. Il y a certains secteurs qui produisent les mêmes produits. Est-ce que c'est possible dans ce cas-là d'utiliser cette analyse? Comment est-ce qu'on le prend en compte? Bon, alors il y a quelques limitations, on doit aussi dire. Une hypothèse importante est que chaque secteur produit un autre produit, un autre bien. Alors, je ne suis pas sûr si j'ai vraiment compris la question, parce que normalement, dans les tableaux des entrées-sorties, ils sont vraiment des produits différents. Alors, si on a deux secteurs, c'est l'hypothèse que les deux secteurs produisent des différents biens, mais peut-être on doit on doit adapter quelque chose pour vraiment Pardon, if oui? I may add something here. Of course, this is one of the most important things when you go from supply and use tables to input-output tables. And that is because then you have different sectors producing the same product. And that's one of the assumptions that you have to resolve going from supply and use tables to input-output tables. And the tool I have been just mentioning can exactly follow three different approaches. It can follow the production technologies approach, the two, and the industry technology approach. And then it can produce an industry by industry or product by product input-output table. And then once you have that, the question is obsolete and resolved. Malheureusement, je n'ai pas les capacités techniques de faire un résumé de la réponse d'Ulrike en français, je suis désolée. Mais en gros, il existe des techniques qui permettent de répondre à cette limitation. Une dernière question, peut-être, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui aient des questions, dans ce cas-là, n'hésitez pas à les poser. C'est, vous avez mentionné le fait que l'équation de Leontief était valable sur le court terme surtout. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à cette approche pour l'utiliser pour des simulations à moyen terme ou à long terme? Bon, c'est un peu difficile si nous utilisons aussi quelques modèles complets, comme c'est appelé ici, et il y a des différentes théories et des différentes approches de vraiment modéliser aussi en médian ou en long terme. Alors ça dépend, et bien sûr on doit changer peut-être un petit peu la structure de les tableaux des entrées-sorties. Avec différentes hypothèses, c'est possible de estimer économétriquement quelques changements sur temps si on a des tableaux pour une période des années. Alors ça, c'est une question, je voudrais dire, plus difficile, plus élevée. Comment on peut vraiment construire un modèle en médian et en long terme qui peut combiner toutes les relations macroéconomiques avec les relations et les changements structurels technologiques dans l'économie. Bon, pour peut-être comparer les deux possibilités, c'est
facile ou c'est possible, je dois dire, de l'utiliser, l'outil des entrées-sorties pour quelques jours, et on a déjà des résultats concrets, mais pour vraiment construire un modèle complet et pour répondre à cette question en médium et en long terme, on a besoin, bon, je crois, quelques mois ou peut-être plus de temps pour vraiment construire et utiliser un modèle qui peut répondre à ces questions de changement en long terme. Merci Christian. Une question sur quelles données est-ce qu'il faut utiliser pour construire ce modèle? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser les données réelles de l'année dernière, de l'année antérieure, ou est-ce qu'on peut aussi se baser sur les prévisions qui avaient été faites pour 2020? Bon, je crois que on a différentes possibilités. Alors, on peut utiliser les deux. Alors, mais peut-être, je ne suis pas sûr si ça c'était vraiment la question. Je vais vous lire la question mot pour mot. La simulation d'impact sur cet outil se fait-elle sur la base de la réalisation de l'année antérieure ou sur la base des prévisions à l'année quand on utilise des données annuelles? Ah bon, je ne sais pas encore. Je crois qu'on peut faire prendre les deux options. Alors, bon, c'est les plus importants est que après l'utiliser, après calculer les effets avec l'outil, on doit vraiment commenter et discuter, évaluer les résultats, et bien sûr, si on utilise les données différentes, on doit aussi changer un petit peu ou adapter un petit peu l'analyse. Alors, je crois qu'on a les deux possibilités. Donc, j'ai une question qui demande si le choix de l'année du tableau input-output a un impact sur l'interprétation des effets. Mais je pense que ça correspond à peu près à ce que vous venez de dire, non? Bon, alors un problème des tableaux des entrées-sorties est que on n'a pas d'informations pour cette année, et on a pour beaucoup de pays, on n'a pas d'informations pour l'année dernière. Alors, c'est bon de vraiment utiliser les données avec l'information les plus actuelles, c'est clair. Et on doit aussi, et c'est encore une question de comment on peut évaluer et comprendre les résultats. C'est sûr que les économies ou les structures des économies changent sur les ans, mais ça, c'est la seule information symétrique qui est disponible. Alors, si on a d'autres informations, nouvelles informations, si on sait que l'exportation a augmenté très fort dans les années dernières, et l'importation, il y a quelques d'autres développements pour l'investissement. Le développement était très bas. Bon, on peut aussi adapter peut-être le tableau des entrées-sorties avec ces informations pour le somme de colonnes ou pour quelque chose
d'autres. Alors, si on sait que l'agriculture a changé ses exports, c'est possible de adapter un petit peu le tableau des entrées-sorties, mais c'est seulement bon, ça veut dire plus de travail et on doit vraiment décider si c'est nécessaire ou si on peut gagner plus d'informations en changer la base de données. Merci. Et enfin, nous avons un participant qui demande si c'est possible d'avoir accès à un prototype de l'outil. Alors là, c'est peut-être une question pour laquelle on peut faire référence à l'existence des sessions individuelles que je vais vous présenter dans quelques minutes. Ou peut-être on pourrait partager avec vous des résultats ou des aspects particuliers de cet outil. Christian? Peut-être Ulrike, est-ce que tu peux dire quelque chose de possibilité de l'utiliser l'outil? Well, it depends on our bosses, which is GIZ actually, but I think Yasmin was right. This is something we should be discussing in the one-on-one session, and until we have a one-on-one session, I will get back to GIZ and see how they feel, because it is from an ongoing project. From our side, we are more than happy to share or even produce a very small tool like the My Country example that we have been showing. Donc effectivement, cette question, hein, comme dit Ulrike, est une très bonne façon de faire la transition avec la présentation des sessions individuelles. On est arrivé à la fin des questions qui ont été posées. Donc je vais clôturer cette session de questions-réponses et passer à la présentation des sessions individuelles. Donc ces sessions individuelles, ce sont des sessions qui peuvent avoir lieu à votre demande, à la demande des participants. C'est des sessions en ligne qui sont ouvertes à vous, à des représentants ou des gens qui travaillent pour des institutions publiques ou privées issues des pays ACP. C'est une occasion pour vous d'échanger directement avec Christiane et avec Ulrike, avec les intervenants, de leur demander des précisions sur certains points, sur répondre à des questions, d'examiner la situation particulière des pays, ou même peut-être de faire une petite simulation avec une base de données pour votre pays. C'est des séances qui sont bien entendu gratuites, elles peuvent aller jusqu'à une durée de 2 heures. Et surtout, ça peut être aussi l'occasion d'entamer un échange qui pourra se poursuivre par la suite avec un appui plus approfondi si vous faites une demande auprès de la facilité ICR. Donc, ces sessions individuelles, vous pouvez vous y inscrire en envoyant un email à icrfacility@giz.de. Vous pouvez envoyer cet email, cette demande pendant une semaine jusqu'au 23 juillet. Donc, ça vous laisse le temps d'en parler en interne dans votre institution. Et un email de rappel vous sera renvoyé. Écoutez, voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je remercie les intervenants pour leur présentation.